Comment prévenir l'instabilité institutionnelle en Côte d'Ivoire et assurer la sécurité humaine? Question au centre d'une session de formation à l'endroit de la société civile et des organisations non gouvernementales. La ville de Dabou dans la psychose des pluies diluviennes, la voirie et l'axe Abidjan-Dabou fortement dégradés. Enfin, 30 ministres, des ministres délégués et secrétaires d'État, c'est la composition du nouveau gouvernement au Sénégal. Bonsoir à tous et merci d'être là sur RTI 2. Les femmes juristes de Côte d'Ivoire veulent prévenir l'instabilité institutionnelle dans le pays. Et pour atteindre cet objectif, elles ont organisé une formation à l'endroit de la société civile, des organisations et organismes partenaires à la paix. Les travaux vont aboutir à l'élaboration d'un plan d'action pays. On fait le point avec Grace Kando. L'Alliance des initiatives pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest veut contribuer au processus de paix. Elle vient donc d'initier une formation autour du thème « Stabilité institutionnelle et sécurité humaine ». Pour les femmes juristes, la Côte d'Ivoire connaît une stabilité économique, mais le climat politique et social reste marqué par la méfiance. Alors, pour ressouder le tissu social, elle mise sur la sensibilisation. Cette formation a pour objectif d'imprégner les membres de la société civile, de leur faire comprendre leur rôle qu'ils doivent jouer, parce qu'on s'est rendu compte depuis 1990, s'agissant de la Côte d'Ivoire principalement, il y a une alternance politique qui se développe, qui se déroule dans la violence et dans la douleur. Prennent part à cette formation des membres de la société civile et des représentants d'organisations œuvrant dans le domaine de la paix. Cet atelier est une opportunité que chacun de nous va mettre à profit, parce que la sécurité humaine est une question de tous. C'est une question, aussi bien une question ivoirienne, mais aussi une question sous-régionale. La sécurité humaine qui est une sécurité qui touche l'homme dans son entièreté, dans tout ce qu'il fait, dans sa santé, dans son alimentation et tout. Donc c'est vraiment une formation qui est la bienvenue. Cette formation sur la stabilité institutionnelle et la sécurité humaine dure 4 jours. À thème, un plan d'action pays sera élaboré. La cité de Dabou, victime des pluies torrentielles survenues récemment dans le district d'Abidjan. L'axe Abidjan-Dabou et l'ensemble des voies de circulation de la ville sont fortement dégradées. Certaines chaussées sont coupées. Le constat tout de suite de Michel Digré. Axe Abidjan-Dabou, un tronçon capricieux en période normale avec ses nids de poules, mais encore plus pernicieux en saison pluvieuse. Les bouchons rasés à cause des trous, donc ça fait que les pneus sont sortis. Il y a un pneu même qui est perdu. On n'a même pas encore retrouvé ça. C'est dû à l'état de la route. Il n'y a pas de route à Abidjan-Dabou, il n'y a pas de route. En cette saison des pluies, les usagers de cette voie doivent surmonter d'autres épreuves pour arriver à destination, comme ici, la traversée des eaux du fleuve Agnébi, qui se sont invités sur la chaussée. Si pour certains véhicules l'obstacle paraît surmontable, pour d'autres, il faut se faire aider par des bras valides, mais cela a un prix. Dès que nous sommes arrivés ici, on s'est aperçu que voilà qu'il y a de l'eau qui a totalement envahi la route. Et pour passer, on ne savait plus comment s'arranger. Du coup, on voit des jeunes qui sont là, qui viennent vers nous et ils disent « Ah, éteignez votre moteur, comme ça on va vous aider à traverser. » Moyennant une somme de 2000, 1500, selon leurs besoins. Moi, je suis chauffeur taxi. Mais bien ma voiture au garage, c'est pour ça qu'on vient les guider pour ne pas qu'ils vont faire accident. C'est pour ça qu'on est depuis le matin. Et puis donc jetons pour payer de l'eau, pour boire, pour couper le carême. Sur tout le long du tronçon, des mares d'eau jusqu'à l'entrée de la ville. Vraiment, je suis venu à Dabou difficilement ce matin. Surtout sur l'état de notre route de Via-Claude à Dabou. Vraiment impraticable. On a marché même tout au long de la journée et j'arrivais à midi à Dabou. Alors arrivé à Dabou, voilà, c'est le même scénario. À mon quartier que j'habite là, c'est encore plus dangereux. Nombreux sont les usagers qui vivent à Dabou et travaillent à Abidjan et qui sont affectés par cette voie de plus en plus impraticable, surtout en saison de pluie.
Ambiance festive à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle de Cocody. Les élèves du Conservatoire national de musique ont montré récemment leur savoir-faire lors du traditionnel concert de fin d'année. Thème retenu, voyage autour de l'Afrique. Les temps forts de la cérémonie avec Serge Coléa. Au Conservatoire national de musique, le talent n'a pas d'âge. Il s'exprime à l'état pur. Ces jeunes virtuoses ont appris leurs leçons. Ils savent désormais le langage des instruments, l'harmonie des notes et la conjugaison des sons. Et cette parfaite maîtrise de leur art par les élèves musiciens constitue tout le charme du concert annuel du Conservatoire national de musique. Au Conservatoire national de musique, nous venons pour apprendre la musique, pour lire la musique, pour l'écrire. Voilà, et la sentir en fait. Voilà, c'est vraiment la musique sous toute sa forme, sous toutes ses composantes que nous pratiquons ici. Dénommé Métissage et à sa 6e édition, ce spectacle est un voyage autour de l'Afrique. Le thème, l'oubli contre la culture de la mémoire, amène les jeunes apprenants à revisiter le répertoire négro-africain des belles épopées musicales. Piano et violon se complètent harmonieusement avec balafon, koura et djembé pour donner un métissage réussi. De voir qu'il y a des Ivoiriens qui savent jouer au violon, qui peuvent jouer du piano, c'est une chose formidable. Par rapport au registre, les enfants ont entamé ce soir, c'était du volume, c'était du fait, c'était du bon travail. Ils sont encore à l'école de musique, la relève est déjà assurée. Ce concert du Conservatoire national de musique donne tout simplement l'occasion à ces artistes d'étaler toute leur maîtrise de l'art musical après une année de dur labeur à l'École nationale de musique. Un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au Sénégal. Le chef du gouvernement, Mohamed Dionne, va collaborer avec 30 ministres, 3 ministres délégués et 6 secrétaires d'État. Le Sénégal s'est doté dimanche soir d'un nouveau gouvernement dirigé par Mohamed Dionne. Il est le 3e nommé par le président Macky Sall au pouvoir depuis un peu moins de 3 ans. Cette nomination intervient après le limogeage vendredi dernier d'Aminata Touré au lendemain d'une défaite aux élections municipales et départementales à Dakar. Réputé proche du président Macky Sall, le nouveau Premier ministre s'est entouré d'une équipe de 39 membres. Mohamed Dionne a dès sa nomination appelé son gouvernement à se mettre au travail. Le chef de l'État m'a donné et a donné au gouvernement de la République une feuille de route qui peut se décliner en 2 mots: au travail. Pour les opposants, ce changement de gouvernement est un non-événement. Pour le parti Réumi de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, le véritable problème, c'est le président lui-même. Est-ce qu'il faut maintenant ne pas s'orienter et s'intéresser sur la politique même du président de la République que ces premiers ministres doivent exécuter? Parce que nous l'avons constaté, nous avons eu un technocrate, ensuite un politique, ça n'a pas donné de résultat. Ça montre tout simplement qu'il y a un problème de vision, qu'il y a un problème de démarche. Ce lundi, la formation du nouveau gouvernement est à la une de tous les quotidiens de la place. Dans les rues de Dakar, le sujet est également abordé. Tout le monde souhaite que l'on tourne la page des élections pour que le gouvernement prenne en compte le quotidien des citoyens. On n'a pas de travail, les denrées sont chères et tout ça. 23 ministres du gouvernement sortant conservent leur poste. Mais l'on note tout de même le départ de l'écologiste Haïdar El Ali, ex-ministre de la Pêche et de l'économie maritime.
Regain de tension dans le centre et le nord de la Centrafrique. Plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines blessées ces dernières 48 heures dans des attaques de l'ex-rébellion Séléka et de milices anti-Balaka. Ces violences surviennent alors que le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, effectue sa 7e visite en Centrafrique. Uhuru Kenyatta doit partir, c'est le cri de colère de l'opposition kenyane. Plusieurs milliers de Kenyans ont manifesté aujourd'hui à Nairobi contre le président kényan en plein regain de tension dans le pays après de nouveaux raids sanglants près de la côte touristique. Ce sont plus de 15 000 agents qui ont été déployés autour du parc Uhuru à l'occasion de la grande manifestation de l'opposition à Nairobi. Une manifestation sous haute tension après la mort d'une vingtaine de personnes dans de nombreux raids près de la côte touristique. Ils ont été nombreux à répondre à l'appel de Raila Odinga, le chef de l'opposition qui a appelé ses partisans à dénoncer la politique du gouvernement, notamment l'insécurité et la corruption. Mais c'est surtout la cherté de la vie qui a fait descendre la plupart des manifestants dans la rue. Nous demandons au gouvernement de nous écouter parce que le coût de la vie est devenu trop cher, les transports sont trop chers, bref, nous vivons une période difficile et c'est ce que nous sommes venus demander au gouvernement en manifestant ici. Les manifestants sont venus montrer leur hostilité au gouvernement en place, ils réclament sa démission. Nous sommes ici nombreux à pleurer pour une justice pour tous les Kenyans qui souffrent. Nous demandons la démission du gouvernement afin que nous puissions voter à nouveau et élire des dirigeants qui prendront soin de nous. Cette manifestation de Nairobi a lieu alors que le pays est en état d'alerte par crainte des islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda qui perpétuent des opérations terroristes pour punir le Kenya engagé militairement en Somalie. Des émeutes prennent de l'ampleur en Israël à la suite du meurtre d'un jeune Palestinien brûlé vif et la confrontation entre le Hamas et l'État hébreu risque de dégénérer en conflit généralisé après la mort d'au moins 7 combattants palestiniens à Gaza. En Afghanistan, la commission électorale indépendante donne les résultats préliminaires du second tour de la présidentielle. L'économiste Ashraf Ghani est en tête avec 56,4% des voix contre 43,5% à son adversaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères Abdullah Abdullah. Edouard Shevardnadze est mort. L'ex-président géorgien et artisan de la fin de la guerre froide avec le leader soviétique Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l'âge de 86 ans. Selon un proche de la famille, les funérailles auront lieu le 13 juillet prochain. Edouard Shevardnadze est mort lundi à l'âge de 86 ans. Il était l'un des artisans de la fin de la guerre froide. Pendant 5 ans, il fut le ministre des Affaires étrangères de Mikhaïl Gorbatchev, l'ex-leader soviétique. En 1995, Edouard Shevardnadze était devenu président de la Géorgie indépendante. Il avait démissionné en 2003 avec la Révolution des Roses, laissant un pays appauvri et proche du chaos. Pour terminer, l'affiche des demi-finales du Mondial 2014 est connue. L'Allemagne va affronter le Brésil à Belo Horizonte demain, mardi 8 juillet. Et la deuxième demi-finale va opposer l'Argentine aux Pays-Bas à Sao Paulo le mercredi 9 juillet prochain. Des rencontres, bien entendu, toujours diffusées sur les antennes RTI. Très bonne suite des programmes à tous et à bientôt.